Bonjour et bienvenue à ce Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Berthierville, Daniel Gladu reçoit la médaille du couronnement du roi Charles III. À Plessisville, la Commission de protection du territoire agricole refuse le projet d'agrandissement du parc industriel. À Grande-Rivière, un nouveau site Web intuitif et interactif. À Vaudreuil-Dorion, un souper au homard pour permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel. À Thetford, le club de raquettes présente le sentier Luminata. À Chandler, lancement de la 19e édition des Jeux des 50 ans et plus. À Pont-Rouge, le Festiglas rassemble des grimpeurs qui n'ont pas froid aux yeux ni aux mains. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Sainte-Anne-des-Monts, où Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie était à la soirée d'accueil pour les nouveaux arrivants qui était organisée par l'organisme Haute-Gaspésie Me Voici. Ce soir, c'est votre fête. On vous a préparé tout un débarquement. Nous sommes présentement avec Éric Archambault. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, Marie-Claire, ça va très bien. Merci. Toi, tu es directeur de Haute-Gaspésie, me voici. Oui, tout à fait, depuis novembre 2024. Là, on est ici. Pourquoi aujourd'hui? En fait, on a décidé d'organiser une soirée d'accueil pour les nouveaux arrivants. Tous les gens qui sont arrivés en 2024 en Haute-Gaspésie, puis on a triché un peu, là. Il y en a qui sont arrivés en 2023. Mais pour célébrer leur accueil, puis les mettre au premier plan, leur permettre de tisser des liens à travers eux, à travers elles. Puis on se gâte aussi en même temps parce que ça nous permet de les rencontrer dans un contexte autre que professionnel. C'est votre soirée, c'est pour vous que nous l'avons organisée. Donc, on vous invite à en profiter. Durant le cocktail, tantôt, gênez-vous pas, tisser des liens, allez voir des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est Haute-Gaspésie, me voici? Bon, Haute-Gaspésie, me voici est un OBNL qui a été créé en 2022. Donc, c'est un jeune OBNL. Nos services sont, je dirais, pour faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants en Haute-Gaspésie. Fait qu'on fait de l'accueil, on fait de l'accompagnement personnalisé, on peut aider à trouver du logement, trouver de l'emploi. On fait des activités de jumelage, un nouvel arrivant, une personne d'ici qui peuvent aller prendre un café ensemble. On est là, dans le fond, pour permettre à ces gens-là qui ont décidé d'adopter la Haute-Gaspésie pour qu'ils soient bien accueillis puis qu'ils soient heureux. Puis notre intention, c'est de les garder pour qu'ils restent ici longtemps. Qu'est-ce qui a été ton plus grand défi quand tu es venu ici en Gaspésie? J'avais tellement peur. Vous savez, quand on quitte un nouvel endroit et on part rencontrer notre culture, d'autres mentalités, on se dit toujours, est-ce que je vais me faire accepter? On va se dire les vérités, on est différents. Mais moi, j'ai tout trouvé que c'est ça la beauté du monde, les différences. Et quand je suis arrivée en Gaspésie, les Gaspésiens sont tellement chaleureux. Je ne suis pas sûre que j'aurais aimé le Canada même si j'étais allée dans un autre coin que la Gaspésie. On a une communauté africaine de 120 personnes maintenant en Haute-Gaspésie. Ces gens-là, on a dû les accueillir un à un. Oui, il y a des enfants à travers ça, mais je pense qu'on a un impact sur le développement de la démographie au niveau de la Haute-Gaspésie. L'économie, ces gens-là ont un emploi, ils comblent des postes importants, que ce soit à l'hôpital ou partout ailleurs. Je le dis tout le temps, moi, sortez les nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie, il y a des choses qui fermeraient, là. T'sais. Actuellement, là, je suis directrice générale de la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie. Je récolte des fonds pour les équipements de l'hôpital et pour le moment, ça se passe assez bien. J'avais tout, le travail, l'envie de venir, l'envie de changer. Puis tu fais quoi? Je suis technicien forestier dans une coopérative de reboisement. On est mollo, puis ma conjointe est très heureuse. C'est trouvé un travail intéressant pour elle, puis ça fonctionne bien. Mais en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les maris, pour Marie Quatre-Poches.
Parce qu'aujourd'hui, je suis rendu comme le chef boulanger des Marais 4 Poches et tout, c'est ça. Quels sont les avantages pour les gens de venir s'installer ici? Pourquoi ils devraient venir s'installer en Haute-Gaspésie? Première des choses, les gens qui habitent notre territoire. On est tellement accueillants, on est du bon monde en Haute-Gaspésie. On a eu un témoignage ce soir d'ailleurs qui l'a démontré. Puis ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Et bien entendu, Marie-Claire, la beauté de notre territoire, le plus beau au Québec. C'est comme il y a quelque chose d'encore pas trop occupé par l'homme. Le territoire, il y a le côté sauvage qui est vraiment... Moi, c'est ce qui m'intéresse, puis j'essaie de le faire partager autour de moi, dans le fond, là, pour... Parce que ça, c'est ce qui m'a attiré énormément, fait que je partage un peu ce qui m'a attiré, là, mais c'est pas... Les gens, puis la façon de vivre aussi, de vivre un rythme plus normal. J'ai énormément voyagé au Québec, ça reste au niveau de la biodiversité, de l'accueil, de bien des affaires, la Haute-Gaspésie reste un des... Je n'ai pas tout fait au Québec, mais je reste persuadé que la Haute-Gaspésie est certainement un des meilleurs endroits pour le cadre de vie. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses que ces gens-là apportent aux gens de la Haute-Gaspésie? Ah bien là, c'est une bonne question. Leur culture, leur bagage. Je parlais avec Cédric, qui est juste là, présentement. Ça donne comme ça. Il me parlait du mariage au Cameroun, comment ça fonctionne. Un homme qui veut demander une femme en mariage, il y a du temps, c'est long. C'est une longue histoire avant que ça soit confirmé. Quel message tu diras aux gens d'ici? Un peu la même chose. De ne pas être gêné d'aller vers les personnes qui arrivent sur notre territoire, puis de bien les accueillir. Puis de ne pas se gêner aussi, parce que ces gens-là, des fois, ils vont être un petit peu sur la défensive, ne veulent pas déranger ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'aller vers eux, puis faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise et qu'elles se sentent rapidement chez elles. Ma blonde est connectée avec le fleuve, elle est connectée avec la plage, elle adore ça. On a des chiens, on fait des promenades, on fait beaucoup, tout ce on est capable de découvrir ici autour, bien, on va voir, on va visiter. Tu sais, il faut être un ancien Gaspésien pour manquer beaucoup de choses. Bien là, on se reprend. Je suis avec Annick, nouvelle arrivante d'il y a quelques années. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que tu continues à rester ici? Oui. Bonjour, Marie-Claire. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a fait 5 ans, à la Nouvelle An, que je suis arrivée ici. J'ai eu des opportunités d'emploi qui, de fil en aiguille, toujours plus intéressantes. J'ai pu m'impliquer. Là, je suis sur le CA de Haute-Gaspésie Me Voici. J'ai réussi aussi auparavant à travailler pour Haute-Gaspésie Me Voici, donc j'ai pu rendre l'appareil en accueillant d'autres nouveaux arrivants. Je me suis fait un beau cercle social. On est maintenant propriétaire ici. Donc, on apprécie beaucoup la chance de vivre en Gaspésie, au bord de l'eau. On vous souhaite la grande bienvenue! À l'occasion du couronnement du roi Charles III, quelques 30 000 médailles honorifiques ont été produites et des centaines de celles-ci ont été distribuées à différents pays du Commonwealth afin de reconnaître la contribution d'individus et d'organismes au développement de leur collectivité. Au Québec, c'est dans la Naudière, plus précisément la Maison de jeunes pilotée par Daniel Gladu, qui a eu droit à cet hommage, et Daniel Yvon de CTRB était à cette cérémonie de remise de médailles. La médaille que nous remettons ce soir, elle est unique. Dans l'histoire du Canada, il y a seulement 3 médailles qui ont été frappées pour souligner un couronnement. La première fois, 1937, qui a été fait pour le roi Georges VI, et la deuxième, la médaille du couronnement de la reine Élisabeth en 1953. La médaille du couronnement du roi Charles III a pour objectif de reconnaître les réalisations exceptionnelles des gens de tout âge et de tous horizons, et elle met également en valeur des thèmes chers au roi et à la lieutenant-gouverneur, notamment
le service, l'engagement environnemental et la durabilité, ainsi que la célébration de la diversité. La lieutenant-gouverneur s'est vu confier 1559 médailles à remettre. C'est ce que nous faisons dans différentes cérémonies, mais on a eu plus de 2000 mises en candidature. Je vous disais que le comité a regardé les candidatures, plus de 2000, et le comité était formé de la présidente de l'Ordre national du Québec, d'un professeur émérite de l'ENAP, d'une directrice générale de la nation Huron-Wendat à Wendake, et aussi un professeur en éthique de l'Université d'Ottawa. Toutes les candidatures ont été évaluées à double insu. C'est-à-dire que les membres du comité ne connaissaient pas qui était la personne qui proposait cette candidature, pas plus qu'elle ne connaissait le nom de la personne qui allait la recevoir. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez été jugé sur votre mérite, et mérite, il y en a. Monsieur Daniel Gladu, acteur incontournable des maisons de jeunes, vous inspirez la jeunesse depuis plus de 22 ans. Par votre humour, votre rigueur et votre passion, vous créez des liens uniques et faites rayonner ces lieux d'épanouissement à travers le Québec. Dans le fond, nous, la Maison des jeunes de Berthier, on fait partie du recrutement des maisons de jeunes du Québec, puis on a un recrutement dans la Nodière. Puis là, dans le fond, entre nous, il fallait décider une personne. Tu sais, dans le fond, au début, on n'était pas sûr de gagner. Là, c'était juste, on nommait quelqu'un. Tu fais des nominations. Exactement. Puis là, dans le fond, ils ont fait un vote entre moi, Sophie Blais de la Valtrie puis Huguette de la Chenay. Les gens ont voté, puis c'est moi qui ai sorti dans le fond. Fait que moi, ce qui me fait chaud au cœur là-dedans, c'est que les gens du régional, la Nodière, ont voté pour moi. Puis après, on a envoyé mon nom. Moi, je pensais pas gagner, honnêtement. Puis là, moi, j'ai reçu un courriel une semaine avant l'événement. C'est tout récemment? Oui, tout récemment. Fait que là, au début, j'étais pas trop sûr. Puis là, finalement, ben là, quelqu'un m'a validé la chose. Puis bon, j'ai dit, moi, y aller, recevoir un prix, c'est toujours le fun. C'est toujours intéressant. Puis, ben écoute... L'aspect solennel, oui, le protocolaire, oui, tout comment ça. t'as trouvé ça? Ben écoute, je ne sais pas trop, tu sais, moi, je suis pas trop protocolaire dans la vie, je te dirais, en général, là. Mais c'était bien, tu sais, c'était bien expliqué, on était bien reçus, puis tout ça. Puis c'est la reconnaissance, là, tu sais, la reconnaissance de son travail, puis de son implication dans le milieu. Ça m'a fait chaud au cœur. L'importance de la Maison des jeunes, c'est important. Je pense que justement, on en parlait avant. C'est vraiment... C'est quelque chose pour C'est un filet de sécurité pour les jeunes. C'est un espace sécuritaire. C'est un endroit qui se sent à l'aise. On est inclusif, c'est sécuritaire. Tu sais, c'est de créer des liens avec les jeunes, des liens significatifs avec des adultes significatifs. Tu sais, c'est ça qui est important. Tu sais, le jeune, là, nous, moi, c'est le fun de la Maison des jeunes. Nous, des fois, ils commencent à 11 ans à venir. Puis on les voit jusqu'à 17-18 ans. Là. C'est toute l'adolescence. On a vraiment le temps. Tu passes à travers les crises. Ben toutes les premières fois. Tu sais, les premières peines d'amour, la première brosse, la première job, toutes les premières chicanes avec les pères. Tu sais, tu passes à travers tout ça. Là, c'est vraiment... C'est un milieu de vie, puis c'est intéressant de voir grand. Puis des fois, tu sais, on sème des graines. Moi, des fois, tu dis quelque chose aux jeunes, ça peut prendre 2-3 ans plus tard avant de voir un changement ou un résultat, nomme-les comme tu veux, là, mais des fois, ça prend du temps, puis des fois, tu le vois même pas. Là. Tu le vois des années plus tard. Après que tu t'es rendu, tu dis, OK, il est rendu là. Il est rendu là. T'sais, moi, il y a des jeunes qui reviennent avec leurs enfants, tu sais. Puis là, les enfants sont rendus, mettons, les premiers jeunes que j'ai eus, mais les enfants fréquentent la Maison des jeunes sont rendus à 11-12 ans, tu sais. Fait que des fois, ça me vieillit un peu, ça mais... vieillit un peu. Ouais, je trouve ça drôle. Mais par contre, tu peux avoir une belle relation avec ces parents-là, parce que les parents, ils savent le service, qu'est-ce que vous faites, là, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça a apporté. Fait que, tu sais, on n'a pas... fait que c'est le fun, on a une relation qui est plaisante, puis une relation, tu sais, de confiance, dans le fond, là. Je vais maintenant rejoindre Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable pour faire le tour des dossiers dans sa région. Sylvana, bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour, Sylvana. On va commencer avec la ville de Plessisville. On apprend que la Commission de protection du territoire agricole refuse que le parc industriel de Plessisville soit agrandi. Oui, Martin, la décision a été annoncée le passé 29 janvier par un communiqué de presse de la ville de Plessisville. C'est un nouveau rejet parce que ça fait un an, il y a eu
en rejette aussi. Alors, les maires sont déçus. Ils disent que ça va freiner un peu le développement économique de la région, les entrepreneurs, mais aussi les entreprises qui sont déjà à la région. Mais ils disent qu'ils vont continuer à faire des modifications à son plan pour pouvoir réussir à avoir l'approbation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Est-ce que l'on sait pourquoi la protection du territoire agricole a refusé l'agrandissement? Non, c'est plus pour des sujets environnementaux. Alors, il dit que c'est important de protéger justement la nature, des projets plus durables. Alors, c'est pour cette raison qu'il pense qu'on ne peut pas toucher, il ne peut pas continuer à toucher des autres territoires dans la région pour mettre des entreprises ou des projets industriels. Sylvana Suarez, on apprenait également que la ville de Princeville allait regrouper ses services de sécurité incendie dans le service de sécurité incendie de la région. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, on peut dire qu'il s'agit de la centralisation du service de sécurité incendie de la région de la MRC de l'Érable, et en tenant compte des réalités financières maintenant de la région, parce que maintenant, ce sont déjà 6 500 habitants à la ville de Princeville. Alors, il faut faire la centralisation pour pouvoir donner un service de qualité aux citoyens. Et c'est important de dire que les citoyens ne verront pas des changements concrètement, mais pour les pompiers, les avantages de ces regroupements, c'est être plus efficace, diversifier les interventions et aussi réunir leurs équipements, comme les camions, les vêtements. Est-ce qu'on sait combien de municipalités participent maintenant au service régional d'incendie? À la MRC de l'Érable, il y avait 11 municipalités, mais on doit rappeler qu'après le regroupement de la ville de Plessisville et la paroisse, maintenant, sont 10 municipalités qui vont être à l'intérieur du service de sécurité incendie de la MRC de l'Érable. Donc, un regroupement qui permet de sauver de l'argent tout en assurant les services à la population. Oui, bien sûr, c'est ça. Par ailleurs, là, on apprend également que la rivière Bécancour, il y aura des nouveaux sentiers. Les citoyens pourront aller se promener tout autour de la rivière Bécancour. Oui, c'est un projet environnemental très important, Martin. C'est un projet du groupe de concertation des bassins versants de la rivière Bécancour, qui s'appelle GROBEC, et un projet amorcé depuis l'hiver 2023, mais qui va se concrétiser dès le printemps 2025. Alors, presque le 21 mars. Et il va y avoir 5 premiers parcours qui vont traverser la municipalité d'Irlande, Saint-Ferdinand, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, Lister et la ville de Bécancour. Alors, plus ou moins, les parcours vont avoir entre 10 et 12 kilomètres et sont adaptés aux pagayeurs de tout niveau. Et donc, c'est vraiment un sentier nautique qui va être créé? Oui, c'est canot ou kayak. Les sports qu'on peut faire, mais aussi l'idée c'est que la municipalité cherche des subventions pour avoir des petites embarcations pour pouvoir parcourir la rivière Bécancour en toute sécurité. Alors, on a confirmé que ce parcours nautique serait disponible à compter du printemps ou à compter de cet été. Oui, l'idée c'est qu'en collaboration avec Canot Kayak Québec, ils ont comme un permis de route bleue, alors qu'ils ont toute la sécurité, la signalisation de rapide, de distance pour pouvoir parcourir. Mais selon GROBEC, ça va arriver à printemps 2025. Bon, bien ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent aller découvrir cette magnifique rivière. En terminant, il y a une initiative qui est particulière chez vous pour les nouveaux arrivants. On parle de macarons pour faciliter la communication. Pouvez-vous m'expliquer? Oui, bien sûr, il s'agit d'un projet pour justement les immigrants. Vous savez que déjà la région de la MRC de l'Érable, c'est une région interculturelle. Alors, l'objectif de ce projet, c'est triple. C'est de faciliter la communication, comme vous avez dit, mais aussi valoriser les efforts des personnes qui veulent parler le français et préserver la langue aussi, et encourager aux personnes de continuer à apprendre, même si parfois pour la prononciation, pour la méconnaissance des vocabulaires, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Donc, il y a un identifiant qui a été fait, il y a un macaron là, qui a été préparé.
Oui, regarde, j'ai les macarons ici. Il dit, j'apprends le français par l'Edmond. Alors, l'idée, c'est que l'organisation va donner un lot de plus ou moins 150 macarons à chaque entreprise pour pouvoir le donner aux employés immigrants et que tout le monde sache qu'ils sont en train d'apprendre le français et leur parler plus l'Edmond. Donc, quand les nouveaux arrivants vont se présenter dans différents commerces, en portant le macaron, bien, on saura qu'il faut parler un peu plus tranquillement pour s'assurer que la communication soit bonne. Oui, et que ce soit plus facile de comprendre, que les immigrants ne se sentent pas comme un rejet quand ils veulent s'exprimer ou ils veulent se communiquer avec les personnes d'ici. Sylvana, je vais me permettre une question un peu plus personnelle. Votre français s'est beaucoup amélioré là, depuis quelques années, mais est-ce que vous, quand vous êtes arrivé, ce macaron aurait été utile pour vous? Oui, bien sûr, Martin. Je pense que même si je suis déjà au Québec, ça fait 5 ans, c'est encore utile pour moi. Et des fois, je peux comprendre, mais si la personne parle trop rapidement, je dois lui dire « Ah, excuse-moi, parle plus lentement parce que je ne comprends pas. » Alors oui, c'est encore très utile pour moi. Alors j'imagine que pour les nouveaux arrivants, plus. Alors, c'est une très belle initiative. Sylvana Suarez, oui. Merci d'avoir fait le tour des dossiers d'actualité dans votre région et au plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, merci. La Ville de Grande-Rivière vient de lancer son nouveau site Internet qui se veut un véritable lieu de rassemblement de la communauté. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé était sur place. La Ville vient de faire le lancement de son tout nouveau site Web devant des citoyens. Avant de parler de ces nouveautés, c'était important de le lancer de cette façon-là? Bien, c'est sûr que c'est important. Là. Nous, l'outil, le nouveau site Web, il a été conçu en bonne partie en tenant compte là, de la politique familiale, la politique MADA. Donc, nos gens, personnes âgées, nous avaient fait certaines remarques sur le site actuel. Donc, il y avait certaines informations qui étaient moins accessibles que d'autres. Donc, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, vous pouvez voir sur le nouveau site Web là, des liens de rapidité qui vont être en mesure de... L'information qui est souvent demandée, il va être déjà directement sur la page. Puis, on a réussi là, à développer notre site Web en 3 sections différentes. Donc, il parle plus ce qui concerne le volet plus là, administratif là, municipal, le volet plus communauté, loisirs, puis l'autre partie, tout ce qui concerne le développement économique. Puis, dans chacun des volets, bien, on est capable de toucher là, à chacune des sections là, dans lesquelles les gens vont être en mesure de trouver l'information plus facilement. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme nouveauté? Bien, la grande nouveauté, là, je vous dirais que c'est l'outil en ligne. C'est que dernièrement, là, on a acquis là, certaines applications qui vont nous permettre maintenant, les gens qui sont sur le marché de travail, puis qui veulent réserver soit des plages horaires au niveau des activités ou participer à certains événements. Donc, il va y avoir possibilité là, d'aller directement sur en ligne, d'accéder au calendrier puis de capable de voir de façon visuellement les places horaires qui est déjà réservées puis les plages qui sont disponibles. Souvent, il y a des gens qui appellent, puis comme vous le savez, là, souvent le vendredi après-midi, l'hôtel de ville s'est fermé, il y a des activités la fin de semaine, puis les gens ils veulent avoir un aperçu de savoir s'il y a des plages d'horaire, exemple, pour soit le hockey libre ou loin un gymnase. Donc, les gens vont pouvoir directement aller sur le site en tout temps, puis on est en mesure de pouvoir faire des dépôts de demandes qui va être analysé tout de suite par le personnel pendant les heures là, de travail. Donc, c'est encore un plus là, qui est offert à la communauté. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que les organismes sont invités à venir sur le site Web pour pouvoir inscrire leurs activités et ce serait, les gens pourraient avoir accès après ça à la programmation de ce qui se passe dans la ville. Oui, c'est sûr, certain que nous, le site Web, c'est un outil. C'est un outil de travail qui a été conçu et qui est disponible là, pour
comme information à la population, mais est interactif aussi avec la communauté, les organismes. Donc, il y a certaines sections dans lesquelles on va avoir besoin de la collaboration de nos organismes pour être en mesure qu'ils tiennent à jour leurs informations. Puis, s'il y a des activités qui puissent aussi les afficher et nous en faire part dans nos sections, exemple, d'événements au niveau de l'actualité. Puis, même dans le cadre du lancement, là, il a été mentionné, on a aussi des outils comme Momento, dans lesquels c'est des bons moyens aussi pour diffuser un peu des activités au sein de municipalités. Donc, nous, c'est sûr, certain, c'est qu'on veut, c'est s'assurer que les organismes adhèrent là, maintenant à l'outil, qui s'assurent de l'utiliser pour transmettre leur information, puis qui prennent aussi l'habitude de pouvoir communiquer directement avec Brigitte Paradis, qui est responsable de la politique sportive et loisirs de la MRC Rocher-Percé, pour leur faire part de leurs activités, pour qu'elle puisse le transmettre via le même Momento, pour mettre de l'avant l'ensemble des activités qui est disponible sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. Donc, Monique Doucet, vous avez assisté à la présentation du nouveau site Web. À voir vos réactions, j'ai l'impression que le site Web répond beaucoup à vos attentes. Oui, pas juste à moi. Je pense à l'ensemble de la population. Ce que je trouve intéressant, c'est que premièrement, il est très intuitif, il est très bien structuré. Et ce qui est pertinent, c'est ce qui m'intéresse le plus à moi, c'est au niveau de municipalité où on y retrouve les procès-verbaux, l'ordre du jour, tous les règlements. Ce que j'aime aussi, quand je dis il est intuitif, il est structuré dans 3 volets. Tout ce qui concerne la municipalité au niveau administratif. Le volet central, c'est lui que je suis le plus attirée, c'est les loisirs et la communauté, où on peut retrouver plein d'organismes dans le milieu qui font des activités, puis qu'on peut être au courant des dates, des calendriers. Et le dernier volet, qui est d'ordre général, où on a des accès, des raccourcis, des liens rapides. Puis, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est le routeur de recherche. De façon intuitive, on lance, je sais pas, moi, procès-verbal. Automatiquement, il nous amène dans le volet de la municipalité qui est au niveau démocratie. Fait que non, ça me convient. Puis c'est sûr que moi, j'ai une attraction, je suis plus intéressée à ce qui concerne l'aspect politique MADA, où il y a les salons MADA. Tous les liens avec un groupe de 35 participantes depuis 3 ans qu'on fait avec le numérique à la Bibliothèque de Grande-Rivière. C'est depuis 2022. On a mis des liens, là, comme tu perds ta carte d'assurance maladie, ben tu vas là, puis tu vas avoir où aller la renouveler. Tu as une question pour tes médicaments, tu y vas, il y a un lien pour ça. Fait que non, ils ont respecté toutes nos demandes. Vraiment, on a participé, puis on est content. Ils ont bien réussi le travail. Ah oui, c'est une réussite. Mais je pense que pour que ça devienne un succès vivant, on a un devoir collectif au niveau de la population. C'est que lorsqu'on est assis à la maison, bien, qu'on installe la page web de la ville sur notre ordi, sur notre cell ou notre tablette, puis de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que dans pas longtemps, ils vont nous rendre accessible. On va pouvoir s'inscrire, s'abonner à la page web. Puis lorsqu'un organisme va publiciser quelque chose ou la ville va changer un règlement, bien, en étant inscrit, on va recevoir un courriel, puis on va se garder à jour sans se déplacer. Donc, on n'a plus besoin d'aller sur Facebook, puis on n'a plus besoin de travailler avec Messenger. On est avec la page web. Une seule place pour tout savoir. Exact. En plein ça se résume comme ça et je suis contente. On est rendu là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui pourrait être, qui manque, puis qui mériterait d'avoir sa place? Bien, comme j'ai dit à la période de questions, de rajouter le fameux lien de la page web de la télévision communautaire, parce que souvent, on a des soupers de famille, puis on est capable d'aller sur le lien de la page web communautaire et de revoir des anciennes émissions.
Il y a des gens qui n'existent plus, qui sont décédés, mais on peut les revoir là-dessus. C'est très... J'aime bien ça. À Vaudreuil-Dorion, la Maison de la famille veut créer une véritable tradition avec son souper annuel de financement. Chantal Bédard de C'est-Sûr.tv nous a préparé un reportage. L'enthousiasme était au rendez-vous le 24 février dernier lors de la conférence de presse de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion. En effet, c'est le 15 mai prochain que se déroulera au club de golf Summerlee la 2e édition du souper bénéfice Homard des Îles sous la présidence de Shirley-Anne Levac-Fordham. L'objet de cette conférence de presse de ce matin, bien évidemment, c'est de vous inviter au lancement de notre 2e édition du souper Homard. Une campagne de financement qui s'annonce quand même importante avec le fameux, qui devient peut-être une tradition, le souper de homard. Oui, on veut que ça devienne une tradition. On l'avait annoncé l'année dernière que ça serait vraiment l'élément fort de notre campagne annuelle de financement qui se tient là, au cœur de la Semaine québécoise des familles. Mais ce souper homard-là, on voudrait que ça soit une tradition parce que chaque année, on veut avoir un rendez-vous avec nos citoyens et je pense que c'est important qu'on ait une pensée famille au moins une fois par année, là. Une autre condition gagnante à une mobilisation efficace, bien, rien de mieux qu'une maman engagée. Alors, notre présidente d'honneur pour l'édition 2025, Mme Shirley-Anne Levac-Fordham. Ma famille et moi avons toujours eu à cœur de soutenir des initiatives locales qui font des différences et la Maison de la famille incarne parfaitement notre vision. Vous êtes cette année la porte-parole, la présidente d'honneur pour la campagne de financement. Quel honneur! Oui, merci. Qu'est-ce que vous allez faire à titre de présidente? Bien, on va faire le tour de tous nos contacts pour amasser le plus de fonds et le plus d'invités à cette soirée bénéfice là, pour le souper Homard le 15 mai. On est très content de l'avoir sollicitée parce qu'elle a accepté avec plaisir et je pense qu'elle a un beau rayonnement auprès des gens d'affaires et ça va nous amener une mobilisation intéressante. Se mobiliser pour les familles, c'est important, puis c'est important que ça vienne d'une mère de famille. Ça touche le cœur. À la Maison de la famille, bien, nous, on vient offrir des services aux familles essentielles, comme Diane nous l'a dit tout à l'heure. Tout ça dans le but du développement optimal de chaque enfant. Mais pour ça, on a besoin vraiment de nos partenaires, de nos donateurs et de nos collaborateurs comme vous ici. Votre participation est essentielle. Parlez-moi un peu du rôle et des défis qui vous attendent. Oui, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir intégré cette belle équipe à la Maison de la famille. C'est sûr qu'on a une belle réputation à la Maison de la famille, des beaux services offerts. Certainement qu'on a la nouvelle maison à intégrer, donc oui, des beaux défis qui nous attendent, mais toute l'équipe est prête à se relever les manches puis à affronter tout ça dans le plaisir et le bonheur pour nos enfants. La construction de la nouvelle maison qui va avoir un déménagement très prochainement, on est rendu où dans ce dossier? Oui, donc pour la nouvelle maison à Saint-Zotique, les travaux vont bon train. Le 31 mars, on aura les clés de notre nouvelle maison. Enfin, la construction a été quand même très bien. Les délais ont été respectés, les coûts aussi. Donc, le déménagement sera pour la fin avril et graduellement, on va entrer nos nouveaux services et nos services qu'on continue là, à offrir dans cette maison-là. Donc, ça permet de vraiment donner un service de qualité à tous les Vaudreuil-Soulangeois de tout le territoire. Oui, parce que je pense que Soulanges était quand même un peu plus défavorisé de par l'étroitesse de nos locaux. On ne pouvait pas recevoir beaucoup de familles, alors que c'est un territoire qui est en croissance de familles, Soulanges. Alors, on voulait des locaux plus grands, plus adaptés, plus sécures pour être capable d'accueillir plus de familles. Alors, on est content vraiment de ce projet-là là, qui va voir le jour vraiment. Et vous avez dévoilé quelques chiffres par rapport justement aux besoins dans la région. Une enquête qui a été mise en place. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui, au Québec, en fait, à chaque 5 ans, on fait une étude longitudinale auprès des enfants qui doivent entrer à la maternelle. Donc, les enfants qui ont 5 ans et qui vont commencer la maternelle. Et la dernière étude de 2022 qui a été dévoilée là, cet automne, montre que malheureusement, les enfants ne sont pas tout à fait prêts à commencer la maternelle. Dans notre belle région de Vaudreuil-Soulanges, c'est 1 enfant sur 3 qui se trouve à débuter la maternelle avec au moins un facteur de vulnérabilité dans son développement global. Alors, ça nous interpelle beaucoup, ça nous appelle à se mobiliser pour faire davantage. On veut le faire parce que soutenir les enfants, c'est un devoir.
On se sent capable de le faire. On a une belle expertise ici à la Maison de la famille, mais les besoins sont nombreux et il faut tout faire pour favoriser la réussite éducative. Et c'est pour ça qu'on lève des fonds chaque année pour donner plus de services à nos enfants. Donc, vous invitez quelle date, à quel événement? Le 15 mai 2025 au Golf Summerlee pour le souper bénéfice aux morts de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Le club de raquettes de Thetford propose un sentier tout en lumière de 2,5 km et Guy Jacques de la télévision de la région des Appalaches a rencontré ses créateurs. Alors, nous sommes accompagnés de M. Maurice Grégoire et de M. Yvon Meyer du club de raquettes, tous les deux ici au club de golf et curling de Thetford Mines, pour vous parler effectivement de l'événement Luminata. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce la première fois que vous organisez un tel parcours? Ce n'est pas la première fois parce que en 2023, il y a des étudiants du cégep qui sont venus nous voir à la fin de l'automne 2022 pour dire, nous autres, on aimerait organiser quelque chose sur votre sentier de raquettes. On a dit oui, OK, on va collaborer. On a donc collaboré avec eux et on avait eu, le 11 mars 2023, 750 personnes. Alors, ça nous a donné l'idée de dire pourquoi on ne le referait pas. Alors, c'est comme ça qu'on l'a refait l'an dernier, mais l'an dernier, ça a été la catastrophe à cause de la température. Le mercredi, il y avait eu la pluie, donc ça a gâché nos sentiers. On a été obligé de permettre aux gens de marcher en botte et il y a aussi de mettre du gravier parce que c'était glissant, etc., etc. Donc, puis on n'avait pas été assez actifs sur les réseaux sociaux, donc on a eu un certain nombre de personnes, mais je pense que cette année, on va être plus équipés, puis aussi on va améliorer notre édition parce que c'est notre deuxième édition que nous autres on fait. C'est parfait. Je vous souhaite du beau temps. D'où vous est venue l'idée de concevoir le parcours plein air féerique, au fond, de renouveler l'expérience? C'est à partir de ça, finalement, de la première expérience? Je vous dirais que la MRC avait une priorité, le plein air. Et il y a plusieurs régions qui ont des types de circuits éclairés comme ça. Et nous, on a dit, bon, ben, on pourrait s'inspirer d'ailleurs puis le faire dans notre région. Et il y avait une grande ouverture pour nous subventionner, entre guillemets, pour partir ça. Et comme on avait eu une courte expérience, on a dit, bon, OK, on va y aller parce que nous autres, on trouvait ça que c'était un gros potentiel et que c'était intéressant. Et d'ailleurs, les gens qui sont venus l'an passé, là, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, Jean de Thetford, réveillez-vous, allez voir ça, c'est féerique. Alors, c'est pour ça qu'on a continué avec les partenaires et qui attendent justement cette réaction des gens de dire, hey, c'est fantastique, on a ça à Thetford comme attrait local et même régional et même davantage. Oui, je suis bien d'accord avec vous. D'où vous est venue l'idée du nom Luminata? En fait, c'est Joanie, la publiciste et la directrice de marketing du club, qui nous a suggéré ce nom-là. Puis on trouvait que c'est un nom court, Luminata, ça parle de lumière et sa définition de parcours plein air féerique, ça tombait pile avec ce que la MRC voulait, le plein air. Et c'était descriptif pas trop long et c'était parfait. Je pense que c'est un nom efficace, effectivement. Et il y a aussi toutes les phrases qu'elle nous a suggérées aussi pour parler de ça. On a dit, ben ça nous convient. Combien de kilomètres compte le parcours? Ça a 2,5 kilomètres. C'est un peu long pour un sentier illuminé, mais c'est pour ça qu'on essaie toujours de faire à certains endroits des wow pour que les gens ils fassent tout le parcours. Puis qu'ils puissent prendre des petites pauses finalement et admirer le décor. Ouais. Et il y a aussi des choses qu'on va améliorer encore avec la prochaine édition, par exemple. On dit, bon, il faudrait mettre ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Déjà qu'on a des idées, là. Puis aussi, je pense qu'on pourrait le faire non seulement l'hiver, mais on pourrait le faire au printemps, à l'été ou à l'automne. Là, comme par exemple,
On voulait le faire à l'Halloween à un moment donné. Puis là, ça pourrait devenir un événement 4 saisons, au fond. Absolument, absolument. Le parcours peut prendre combien de temps environ? 1 heure à peu près. Okay. Oui, tranquillement, pas vite. Et à quoi les visiteurs doivent-ils s'attendre? Je pense que les visiteurs ils vont être impressionnés par... On pense l'an passé, au retour, on demandait « Qu'est-ce que vous avez aimé? » « Oh, la forêt enchantée, c'était extraordinaire. Oh, les triangles. » Là, ils nous disaient les points forts. Et c'est là-dessus qu'on veut... On circule avec des éclairages différents partout. Puis là, on dit, ben là, il faut créer... Oh, wow, qu'est-ce que c'est que c'est? C'est ça. On met plus de wow. Par exemple, dans la première section, à un moment donné, il y a comme un petit pont, mais le pont, il est illuminé. Il y a un autre on a mis une structure. La structure est illuminée. Puis il y a aussi à côté, il y a tel arbre qu'on peut illuminer. Donc, c'est ça qu'il faut ajouter. Puis, Et puis, on reçoit les commentaires des gens qui nous disent « Ça, on a aimé ça ». Et entre autres, par exemple, les enfants, ça nous a impressionnés. Ils courent après les lutins, après les lapins. Que cette année, on a décidé d'éclairer. L'an passé, ils n'étaient pas éclairés, mais là, on les a éclairés. Et les enfants, ils entourent les lapins, ils entourent les lutins pour se faire photographier. Puis eux autres, c'est plus ça qui les attire. Alors, c'est pour ça que quand on a revenu cette année, on a demandé à M. Grenier, hey, les enfants ont aimé ça, puis il nous en a fourni davantage. Vous créez de l'émerveillement, au fond. Vous créez de l'émerveillement auprès des enfants. Et les enfants, ils sont émerveillés, les parents sont contents, puis ça fait une belle soirée familiale. Ça fait le bonheur de tous. Oui, c'est ça, c'est une belle expérience. Nous sommes venus découvrir le tout ce soir, mais à quel moment le parcours va être accessible? Ça sera donc jeudi le 6 mars, vendredi le 7 mars et samedi le 8 mars, donc la fin de la semaine de relâche. Alors, c'est ouvert de 18h30 à 21h. Ça peut se faire en raquette et aussi, c'est possible en botte, parce qu'à un moment donné, on peut prêter des raquettes, mais... Les réserves sont pas inépuisables. C'est ça, oui. Absolument. Donc, on invite toute la population à se joindre, à venir participer à votre événement. Merci de nous avoir donné l'occasion d'en parler. Mais ça a été un plaisir pour nous. Merci beaucoup. En Gaspésie et aux îles se tiennent maintenant depuis 19 ans les Jeux des 50 ans et plus. Et cet été, c'est à Chandler que se réuniront quelques 800 participants. Valérie Pinault, de Télévague. Télévague était présent au lancement de la 19e édition des Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie-les-Îles. Cette année, l'événement aura lieu du 12 au 15 juin prochain à Chandler. Toutes les personnes de 50 ans et plus sont invitées à participer à l'événement. Vous avez 51 ans et un jour, vous pouvez participer à nos Jeux. Nous attendons cette année plus de 800 participants. L'organisation d'un tel événement nécessite l'implication de près de 200 bénévoles. C'est beaucoup de bénévoles, mais ça rapporte beaucoup faire du bénévolat. On n'oublie pas ça, hein? D'ailleurs, les gens qui désirent s'impliquer peuvent déjà communiquer avec l'organisation des Jeux pour donner leur nom. L'invitation est lancée aux personnes de 50 ans et plus des 6 MRC suivantes: la Haute-Gaspésie, la Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon et les Îles-de-la-Madeleine. Les Jeux sont également ouverts aux gens de l'extérieur, que ce soit des régions voisines comme par exemple le Bas-Saint-Laurent, le Nouveau-Brunswick ou même les gens de la ville. On peut avoir des gens de Québec, Montréal, vous avez de la visite, ils peuvent s'inscrire en autant qu'ils ont 50 ans et un jour. On vit beaucoup d'isolement dans les dernières années. On a vécu certaines périodes où les activités ont été mises sur pause. On a vu les impacts que ça peut avoir sur notre santé psychologique, notre santé physique et notre bien-être aussi. Donc, content de voir qu'on va accueillir ici à Chandler ces belles activités-là. Je vais me faire un devoir personnel de venir vous voir aussi pendant ces belles activités pour voir si c'est possible pour moi. J'ai pas l'âge de les faire, mais si je peux participer peut-être avec vous, quelques activités, peut-être avoir du plaisir pendant ce beau moment-là. Bien, nous, on a aussi nos partenaires, nos villes à côté, nos voisins, Grande-Rivière et Port-Daniel-Gascon, qui sont toujours là comme backup si on a besoin d'infrastructures supplémentaires ou d'espaces supplémentaires qui sont là. Avec nous, c'est des partenaires, on travaille ensemble. Donc, ça fait en sorte qu'on est un noyau fort, puis il faut continuer à travailler ensemble. C'est le mot d'ordre pour la réussite.
Puis moi, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Puis j'espère que ça va être des jeux qui vont ressortir, ça va être extraordinaire. 1500 personnes, c'est pas rien pour nous. Mais on a très hâte, puis on va être là présent. Moi, j'ai le droit de participer. Au volet sportif cette année, il y aura 26 disciplines sur 2 jours qui sont d'une grande variété. Babette, badminton, baseball poche, billard, bridge, course à pied, crépage, dart, golf, initiation au curling sur tapis, initiation au boccia, marche prédiction, marche rapide, mini-pot, pétanque à tout, pétanque intérieure et extérieure, pickleball, 4 de pique, quilles finlandaises, rondello, sac de sable, Scrabble, duplicata, tennis, vélo de montagne, vélo de route et whist militaire. 2 activités de découverte seront offertes le jeudi 12 juin, rallye à pied ainsi qu'une visite guidée. Tandis que le volet culturel, la soirée d'ouverture des Jeux sera accompagnée d'un spectacle d'improvisation. Le vendredi soir sera animé par Madame Denise Guenette. Le samedi soir, il y aura le fameux banquet, suivi d'une cérémonie de clôture et d'une soirée dansante. Et surtout, il ne faut pas oublier le brunch et la messe des Jeux du dimanche matin. Bien, ce qui est plaisant, c'est qu'à Chandler, ils sont la première édition où les Jeux vont être universels parce que nous allons accepter les personnes à mobilité réduite, bien sûr, mais aussi les personnes avec un handicap physique ou intellectuel. Donc, entre autres, l'activité de présentation du boccia va être comment je peux dire ça, va être comme animé, c'est eux qui vont être responsables de cette activité-là, puis c'est des personnes avec un handicap physique et intellectuel. Vous avez 26 disciplines cette année. C'est-tu un record? Oui, c'est un record des Jeux. Je pense que le plus gros qu'on a vu des Jeux, c'est autour d'une vingtaine. Donc, à 26 à Chandler, là, c'est pas mal un record des Jeux, oui. L'organisation des Jeux cette année est estimée à plus de 245 000 $ et représenterait des retombées économiques de plus de 400 000 $ pour la ville de Chandler. La principale source de financement de cet événement est la vente de billets pour un gros tirage. En voici les détails. On a 6 prix à gagner cette année. Premier prix, 15 000 $ en argent. Y a-tu quelqu'un que ça ne tente pas d'avoir un 15 000 $? Hein? Deuxième prix, un vélo électrique d'une valeur de 5 000 $ chez Sport Elite de Chandler. Troisième prix, un chèque cadeau d'une valeur de 3 000 $ chez Création Voyage, GM. Quatrième prix, un chèque cadeau d'une valeur de 2 500 $ dans l'épicerie de votre choix. Le cinquième prix, un chèque cadeau d'une valeur de 2 500 $ dans une station d'essence de votre choix. Et le sixième prix, c'est un cadeau mystère d'une valeur de 2 000 $. Les billets au coût de 10 $ sont en vente actuellement et le tirage aura lieu lors du banquet des Jeux le samedi soir, le 14 juin, à 8 h le soir, dans le temps du banquet. Pour s'inscrire au jeu, vous pouvez contacter votre club des 50 ans et plus de votre secteur ou remplir directement en ligne le formulaire d'inscription au www.jeudescinquantansetplusgym.com. N'oubliez pas que la date limite d'inscription est le 9 mai. Le comité organisateur des Jeux régionaux vise à offrir un rassemblement sportif et culturel qui améliore la qualité de vie des aînés en promouvant l'activité physique, en favorisant les rencontres et en devenant une source de motivation et de valorisation importante pour les aînés. Les mordus d'escalade se retrouvent à Pont-Rouge, au Festiglace, pour grimper les parois glacées de la rivière Jacques-Cartier, nous rapporte Danick Julien de CJSR. Ici Danick Julien, on est présentement à Pont-Rouge sur le site du Festiglace qui aura lieu ce week-end. Nous avons parlé avec Gassienne Desrochers, qui est la chargée de l'équipe médicale, également avec l'athlète Martin Le Sieur. Voici ce que nous avons vu aujourd'hui, mercredi, pour le Festiglace. Oui, bien dans le fond, on est sur la rivière Jacques-Cartier. Fait que là, nous, on s'en va sur la rive est, voir les grimpeurs. La rive est, c'est vraiment une face nord. Fait que ça ne voit jamais le soleil. Ces parois-là sont un petit peu plus difficiles. Puis là, on s'en va voir des grimpeurs qui sont en train de s'entraîner pour la compétition qui va être en fin de semaine. Moi, je suis directrice de l'équipe médicale, fait que je suis en charge de l'équipe médicale. J'ai comme
monter l'équipe médicale, on a fait des simulations, on a fait des pratiques pour vraiment être sûr que tout le monde soit capable de prendre soin d'un grimpeur blessé, avec les couches de vêtements qu'on a, avec le casque, les crampons, etc. Fait que c'était vraiment beaucoup de travail, mais mon métier, c'est de faire ça. Je suis thérapeute du sport. C'est un site assez unique parce qu'on a des parois qui sont déversantes, puis il y a des glaçons qui sortent de la roche à différents endroits. Fait que ça permet une escalade vraiment technique parce on va grimper sur la roche, on va rejoindre la glace, on va faire une autre section de roche, on va rejoindre la glace. Fait que c'est des voies assez difficiles. Puis l'autre particularité aussi peut-être, c'est la roche, le pont rouge, qui est quand même assez friable. Fait que ça donne un petit challenge, là. C'est-à-dire que des fois, on prend des prises, ça bouge un peu, on fait tomber quelques petits morceaux. Fait que, il faut apprendre à lire le rocher pour savoir où placer notre piolet, qu'est-ce qui va tenir, qu'est-ce qui ne tiendra pas. Comment on sent lorsqu'on est en haut de falaise comme ça? Mais quand on est complètement rendu en haut, on est bien content. Sinon, c'est beaucoup... c'est challengeant. Puis comme on disait, c'était déversant, fait que c'est beaucoup de force dans les bras. Là. Fait que à certains moments, tu vas être je suis vraiment pompé, j'ai hâte de trouver une place pour me reposer puis me récupérer un peu. Puis des fois, tu trouves des positions incroyables, tu sais, un pied sur la roche, un pied sur la glace, t'as même plus besoin de main. Puis là, c'est là que c'est le plus fun. Là. Tu peux récupérer alors que tu es comme dans les airs, tu sais. Dans une position un peu saugrenue, là, c'est ce qui est le plus fun. Est-ce que c'est votre première émission du festival? Non, c'est la 3e participation en tant qu'athlète dans la compétition professionnelle. Avant ça, j'avais déjà fait la compétition amateur. Fait que la particularité de Pont-Rouge, c'est que oui, il y a des colonnes de glace, des cascades de glace, mais les grimpeurs, ils grimpent aussi sur la roche. Fait qu'ils vont faire roche-glace pour se rendre en haut. Puis le but de la compétition enduro, c'est de faire le plus de voies possible en un temps prédéterminé. C'est 1h30 de ce côté-ci de la rivière. Après ça, les grimpeurs, ils changent. L'assureur qui assure en bas avec la corde, il assure pendant 1h30 le grimpeur. Il échange les équipes. Fait que le grimpeur devient assureur pendant 1h30. Puis dans l'après-midi, c'est l'inverse. On va faire la même chose, 1h30 de grimpe, 1h30 d'assurage, mais sur l'autre côté, sur l'autre rive de la rivière. Okay. Fait que ça, c'est la particularité de la compétition enduro, qui est un format qui n'existe pas ailleurs là, dans d'autres festivals. C'est vraiment propre au Festiglace. Oui, ce format de compétition-là. C'est vraiment une grimpe difficile, celle-là. Là. C'est vraiment comme en 3D là, qu'on appelle. Il faut vraiment avoir une bonne orientation spatiale, savoir un peu où piquer. Fait que c'est vraiment pas il faut vraiment être déjà bon dans son sport pour faire ça, là, cette voie-là. C'est ça, pas débutant là. Ouais, mais moi, ça fait très longtemps, en fait. C'est pas 25 ans, je pense, que j'ai fait l'escalade. Puis quand j'ai commencé, en fait, c'était un prof aussi, au secondaire qui m'avait dit « Venez-vous essayer l'escalade? » Puis j'ai commencé à partir de là, puis j'ai progressé. Ils nous emmenaient en glace dès la première saison. Fait que par la suite, avec des amis, j'en ai fait. Puis tranquillement, mon niveau a augmenté. J'ai eu de l'expérience. Ici, je suis plus là pour me dépasser moi-même parce que le niveau est vraiment très élevé. Donc, on a des athlètes qui viennent de différents endroits dans le monde. Là. Il y a des Français, il y a des Suisses, il y a du monde des États-Unis, de l'Ouest canadien, Écosse. Puis, il y a des athlètes vraiment forts là-dedans. Là, que je sais pertinemment bien que je suis pas du même calibre. Vous en avez tous les deux parlé un peu, mais j'ai une question. Où se situe le Festiglace par rapport aux autres compétitions d'escalade mixte ou de glace là, au Québec et dans le monde? En fait, c'est ça, il y a une Coupe du monde en escalade de glace. Mais la Coupe du monde va se faire sur des structures artificielles. Alors que nous, ici, c'est sur un terrain naturel. Fait que, on va avoir une voie de difficulté le dimanche. On peut avoir une certaine ressemblance avec le type de compétition qu'il y aurait sur la Coupe du monde, mais c'est quand même différent parce que tu es dans la nature. Normalement, sur des prises en plastique ou en acier, ça va être différent.
Fait que c'est une compétition qui est assez unique, en fait, en son genre. Puis c'est vraiment un très bel événement. Puis tu sais, je dirais que c'est le plus gros au Canada, certainement. Puis même probablement en Amérique, là, il y a une autre compétition à ouvrir qui est quand même importante. Et, la recette ici est différente et vraiment très intéressante. Une des particularités de cette compétition-là, c'est qu'on fait une compétition d'enduro. C'est-à-dire qu'on va grimper des voies pendant 1h30. Chaque grimpeur va grimper le plus de voies qu'il peut. Et ça, c'est unique comme style de compétition en escalade de glace ou de glitz. Et puis, ça demande vraiment beaucoup de travail pour préparer les voies d'avance. Fait que, tu sais, on a une grosse équipe. Ben non, en fait, on n'a pas une si grosse équipe que ça, mais on a une équipe très dévouée qui a monté les voies d'avance pour que ça soit sécuritaire puis s'assurer que tout soit bien puis qu'on peut juste profiter de l'événement, nous, en tant que grimpeurs, puis se dépasser. Il va y avoir de l'animation sur le site, il y a de la musique, il y a c'est ça, des exposants là, de vraiment grande envergure, de plein air, etc. Il va y avoir des activités pour les enfants ou familiales, dont l'initiation à l'escalade de glace. Il va y avoir un mur d'escalade, une petite tyrolienne, différents kiosques qui vont faire participer là, des petits jeux. On va avoir une initiation en camping d'hiver pour le soir. Il y a des bains thermales, fait qu'il y a une petite tente chauffée. Après ça, ils s'en vont directement dans la rivière dans le quartier pour un petit bain froid. Ils retournent dans la tente chauffée. Qu'est-ce qu'il va y avoir? De la marche en raquette. Il va y avoir des petites mini-formations de secouristes en plein air. On va avoir une tente d'ombre, là, comme un peu pour imiter c'est quoi une tente d'expédition, vraiment comme si on y allait sur l'Everest. Ça me donne un feeling de comment on se sent en expédition. Fait qu'il y a vraiment différents ateliers, des ateliers en premiers soins en région éloignée, comment monter un sac à dos pour partir en expédition, partir en escalade de glace. Fait que c'est vraiment très, très, très varié. C'est un festival d'escalade de glace, mais ceux qui aiment le plein air, ils vont y trouver leur compte aussi dans Vous avez vu là, la roche qui s'est effritée là, quand il est tombé. Là. C'est la roche de Pont-Rouge qui est comme ça. Des fois, les grimpeurs ils reçoivent cette roche-là dans la figure ou quoi, fait que ça fait des petites coupures. Là. C'est surtout ça qu'on a comme secouriste à prendre soin, là, des petites coupures dans le visage là, des grimpeurs. Sur le nez, arcade sourcilière, le menton. C'est beaucoup ça qu'on a là. Bien, je vous remercie tous les deux d'avoir été des nôtres, de nous avoir montré un peu qu'est-ce que c'est que l'escalade de glace. Plaisir. Sur le beau site en face de la rivière Jacques-Cartier-Pont. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis, sérieusement, c'est vraiment un très, très beau festival à découvrir. Là, puis, si vous ne connaissez pas le festival, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Gatienne Desrochers, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Martin Lessière, merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.